Bonjour à tous les passionnés de l'Institut Auguste Armand, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode bouleversant et intense de « Ici tout commence », diffusé ce mardi 20 mai 2025. Aujourd'hui, préparez-vous à une descente aux enfers saisissante, des dérapages irréversibles et des cœurs brisés. Marc Leroy tente un ultime retour en cuisine. Soutenu par son fils Jim. Mais son combat contre l'alcool le pousse au bord de l'effondrement. Tremblant, confus, incapable de cuisiner, jusqu'au drame, un geste incontrôlé. Et Souleymane se retrouve ébouillanté. Le choc est brutal. L'accident marque un point de non-retour. Pendant ce temps, Rose vacille, témoin d'une explosion de violence de Marc. Elle cherche du réconfort auprès de Paul, qui, lui, ose enfin lui dévoiler ses sentiments, jusqu'à l'embrasser. Mais rien n'est simple quand le passé s'accroche. Et dans l'ombre du concours culinaire, des tricheries éclatent, les tensions montent, les élèves s'affrontent avec leurs tripes. Entre créativité, limites morales et vérité qui dérangent. La compétition devient une arène, et la vie un chaos. Un épisode saisissant, poignant, à ne pas manquer, où chaque regard, chaque geste, chaque mot pèse lourd. Accrochez-vous. Car rien ne sera plus jamais comme avant. C'est parti pour le décryptage complet de l'épisode 1179 d'Ici tout commence. Installez-vous, on vous raconte tout. L'effervescence règne au sein de l'Institut, caméras en place, fourneaux prêts, élèves survoltés. Mais dans cette agitation maîtrisée, deux absents se font cruellement remarquer, Marc et Jim. Tessier, bras croisés, toise l'horloge du regard. On attend encore 5 minutes. Pas une de plus. Pendant ce temps, chez Marc, l'ambiance est tout autre. Assis au bord de son lit. Le visage en sueur, les mains tremblantes, Marc serre les poings. Le manque d'alcool le ronge. Son corps le trahit, sa tête vacille. Il souffle, les yeux rougis. Je vais pas y arriver. Je vais me faire humilier. Encore. Jim, en face de lui, ne le lâche pas du regard. Il s'accroupit, pose une main sur son genou. Tu peux le faire, papa. T'es un chef, pas un fantôme. T'as déjà tenu 3 jours. Tiens encore 4 heures. Pour toi. Pour nous. Marc respire plus fort. Hésite. Puis finit par se lever. À l'Institut, Tessier donne enfin le signal de départ de la seconde épreuve. Vous avez 4 heures pour revisiter un grand classique du patrimoine culinaire français, la salade niçoise. Faites-en un plat digne d'un chef étoilé. Clotilde et Olivia foncent. Souleymane, seul sur le poste de Marc, jette des regards autour de lui, incertain. Je fais quoi, chef? Tessier. Sans pitié mais lucide, le fixe. T'attends pas qu'on te tienne la main. Prends des initiatives. C'est ça, le métier. Alors que les minutes passent, Rose, en retrait parmi les spectateurs, cherche Marc des yeux. Son visage trahit son angoisse. Et soudain, Jim et Marc entrent dans la salle, en silence. Marc a le visage tendu, mais il est là. Il enfile son tablier, se met en poste. Souleymane le regarde, soulagé. Tessier ne dit rien. Mais dans ses yeux, un éclat. Parce qu'il sait, lui aussi, le drame, ce n'est pas l'échec. C'est de ne plus se battre. Et aujourd'hui, malgré tout, Marc Leroy est revenu dans l'arène. Tremblant, fragile, en retard. Mais debout. Et prêt à livrer sa bataille. Dans les cuisines de l'Institut, l'ambiance est studieuse, tendue. Presque suspendue. La seconde épreuve du concours bat son plein, mais tous les regards convergent vers le même point, Marc Leroy, en poste, mais désorienté. Il enchaîne les verres d'eau. Les mains toujours légèrement tremblantes, le regard vide posé sur les ingrédients devant lui. Une salade niçoise revisitée. Mais pour Marc, aujourd'hui, même une vinaigrette semble être un Everest. Il ouvre les placards, ferme, rouvre, tourne en rond autour de son poste sans poser un seul geste décisif. La panique silencieuse d'un homme en lutte contre lui-même. Sur le côté, Jasmine et Joséphine observent, crispées. Jasmine murmure, les bras croisés.
Il est paumé, il n'y arrive pas. Joséphine serre les dents, les mains jointes sous le menton. Il a juste besoin d'un déclic. D'un geste. D'un ingrédient qui l'éveille. Mais le temps s'égrène, et Marc reste figé, accroché à ses verres d'eau comme à une bouée de sauvetage. Dans une autre salle, Claire Guinaud assure son cours. Autour d'elle, les élèves s'activent, mais les paniers sont plus sobres qu'à l'accoutumée. Pas de Saint-Jacques, pas de foie gras. Pas de produits de prestige. La chambre froide est toujours verrouillée, la politique d'austérité de Stanislas est en marche. Aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on a, carottes, œufs, oignons, pommes de terre. Le talent, c'est pas ce qu'on utilise, c'est ce qu'on en fait. Certains élèves griment, d'autres hochent la tête avec défi. Car à l'Institut, plus que jamais, c'est le génie dans l'ordinaire qui devient la véritable épreuve. Et pour Marc, comme pour tous les autres, l'heure n'est plus à l'excellence spectaculaire. Elle est à la survie créative. Dans l'arrière-cour de l'Institut, entre deux palettes de légumes et des caisses empilées, Malik et Gaspard s'affairent discrètement. Le timing est précis, ils interceptent la livraison du matin, avant qu'elle ne soit consignée dans la chambre froide désormais fermée à clé. Sous le drap d'un carton marqué aux produits divers, un filet de Saint-Pierre, quelques pièces de foie gras et une barquette de crevettes royales bien dissimulées. Gaspard, ravi, glisse un clin d'œil à son complice. Si c'est pas de l'optimisation logistique, ça. Malik, plus nerveux, surveille les alentours. C'est surtout du trafic en cuisine. T'as intérêt à pas te faire choper par Claire, sinon c'est nous les produits découpés. Quelques heures plus tard, leur plan tombe à l'eau. Claire Guinaud les convoque en salle de préparation. Les bras croisés, le regard glacial, elle les attend avec les fameuses caisses sous les yeux. Saint-Pierre. Foie gras. Ça vous dit quelque chose? Malik tente un sourire, Gaspard garde le silence. Claire ne hausse pas le ton, mais chaque mot est une lame froide. Les consignes étaient claires. Pas de produits nobles sans autorisation. Pas de débrouille sauvage, pas de contournement. Ce que vous avez fait, c'est une tricherie, pas une initiative. Elle les fixe durement. Ici, on vous apprend à cuisiner, pas à magouiller. Si vous pensez qu'être chef, c'est contourner les règles pour flatter votre ego, vous n'avez rien compris à ce métier. Malik baisse les yeux. Gaspard encaisse, rouge de honte. Vous allez nettoyer les chambres froides toute la semaine. Et vous réfléchirez à ce que ça veut dire, le mot intégrité. Et pendant qu'il s'exécute en silence, quelque part, dans cette cuisine où la passion peut vite dépasser les bornes, la ligne entre talent et arrogance vient d'être brutalement redessinée. L'heure des résultats a sonné dans le grand hall de l'Institut. Les élèves sont regroupés autour des jurés, les regards rivés sur Tessier, qui s'avance avec une feuille en main. Le visage impassible. Claire, Alice et Tessier ont délibéré. L'enjeu est clair, la seconde épreuve a remis les compteurs en jeu. Après évaluation, la première place de cette deuxième épreuve revient à Olivia Listrac, avec 14 sur 20. Une assiette moderne, équilibrée, et très personnelle. Applaudissements nourris. Olivia, toujours sobre, hoche la tête avec une fierté discrète. En seconde position, Marc Leroy, avec 12 sur 20. Un léger murmure parcourt la salle. Sa salade niçoise version japonaise, inspirée d'un tataki de thon mariné, a surpris par son audace. Marc, encore éprouvé mais debout, esquisse un sourire. Il relève la tête. Clotilde Armand astérisque arrive troisième avec 11 sur 20. Accompagné de Jim comme second. Technique solide, mais manque d'originalité. Clotilde serre la mâchoire, déçue, tandis que Jim lui glisse un mot à l'oreille, probablement pour la rassurer. Tessier se tourne alors vers les trois candidats. Demain, c'est la dernière épreuve. Celle qui comptera double et qui désignera le ou la grande gagnante. Il marque une pause. Regarde chacun dans les yeux. Cette fois, place à la créativité totale. Pas de contraintes, pas de produits imposés. Vous avez carte blanche. Montrez-nous qui vous êtes. Ou taisez-vous à jamais.
Les regards s'échangent. Les tensions montent. Car désormais, tout est encore possible. Et plus que jamais, c'est l'âme des chefs qui devra parler dans l'assiette. La compétition vient tout juste de s'achever. Les derniers applaudissements résonnent encore, les élèves commentent les résultats, les jurés se dispersent. L'ambiance est électrique mais en train de retomber. C'est la fin d'un round intense. Marc, lui, reste en retrait, visiblement à cran. Il range son poste en silence, le visage tendu, les gestes secs. Mais un caméraman, missionné pour filmer les coulisses du concours, s'approche discrètement de lui pour capter quelques images. Marc sent sa présence, se retourne violemment. « Qu'est-ce que tu fous là ?» Le cadreur tente de rester professionnel. Juste quelques plans pour les images de fin. Mais Marc explose, les yeux sombres, la voix tranchante. « J'ai dit casse-toi. Dégage avec ta caméra. » Le silence se fait immédiatement autour de lui. Tout le monde s'est figé. Même Rose, qui observait la scène de loin, sursaute devant la brutalité de la réplique. Plus tard, à l'extérieur, Rose retrouve Paul. Il s'installe sur un banc, à l'abri du tumulte. Elle semble ébranlée, presque bouleversée. « Tu l'as vu ? » Ce regard, cette violence dans sa voix. Paul l'écoute sans l'interrompre. « J'ai connu Marc passionné, même emporté parfois, mais là c'était autre chose. Il dégage quelque chose de cassé. Comme s'il n'avait plus de filtre. C'est dur. C'est violent. » Elle secoue la tête, les yeux humides. « Et pourtant, je continue de m'inquiéter pour lui. Même après tout ce qu'il m'a fait. » Paul ne dit rien tout de suite. Mais dans son regard, il y a une certitude, Marc n'est pas juste en train de perdre un concours. Il est en train de perdre pied. Et autour de lui, ceux qui tiennent encore à lui se demandent jusqu'où il va tomber, et s'il saura un jour se relever. Le soir est tombé doucement sur l'institut, enveloppant les jardins d'une lumière dorée. Rose et Paul sont toujours assis sur le banc, à l'écart du tumulte du concours. La discussion s'est faite plus intime, plus silencieuse. Rose regarde dans le vide, perdue, tandis que Paul ne la quitte pas des yeux. « Tu ne devrais pas te mettre dans un tel état pour Marc, » murmure-t-il doucement. « Il ne mérite pas ce que tu ressens pour lui. » Pas après tout ça. Rose ne répond pas. Elle détourne les yeux, mais Paul continue, sa voix plus douce encore. « Il te fait souffrir, Rose. Et tu t'accroches à quelque chose qui te consume. » Puis, dans un élan sincère, il glisse ses mains autour du visage de Rose, délicatement, comme pour la retenir, comme pour la rassurer. Le temps semble suspendu. « Moi, je veux juste te voir heureuse. » Et il l'embrasse. Un baiser tendre, silencieux. Comme une évidence qu'il n'ose plus retenir. Mais au bout de quelques secondes, Rose recule doucement. Elle pose sa main sur le bras de Paul, le regarde avec émotion mais aussi trouble. « Paul, je peux pas. Pas maintenant. » Elle se lève lentement, troublée. La voix hésitante. De loin, dans l'ombre du bâtiment, Marc observe la scène. Il n'entend rien, mais il voit tout. Le geste tendre. Le baiser. Le recul de Rose. Et ça suffit. Il reste figé. Le souffle coupé, comme frappé en plein ventre. Pas par jalousie. Mais par le constat brutal que là où il s'effondre, d'autres savent encore aimer. Et que la distance qu'il a creusée entre lui et Rose pourrait bien être devenue un gouffre. Dans un couloir animé de l'institut, Matteo rejoint Jude après un cours de théorie. Il a le regard noir, l'air contrarié. « Dis-moi, Jude, t'as pas l'impression de me prendre pour un demeuré ?» Jude lève un sourcil, surpris. « Quoi ? Pourquoi tu dis ça ?» Matteo croise les bras, visiblement vexé. « Tu viens de dire que c'était une condition sine qua non. Et quand je t'ai demandé ce que ça voulait dire, t'as levé les yeux au ciel ? Puis t'as repris chaque mot que je prononçais comme si j'étais un gamin. » Jude tente de s'expliquer, mais Matteo coupe. « J'en ai marre, franchement. Dès qu'il y a un mot que je pige pas, j'ai l'impression d'être un touriste. En culture G,
En vocabulaire, je suis toujours largué. Un peu plus tard, dans un coin plus calme de la cafétéria, Gary entend la fin de la conversation et s'approche avec un sourire. T'sais quoi, Matteo? Moi aussi, avant, je comprenais rien à la moitié des trucs que les gens sortaient ici. Matteo le regarde, intrigué. Gary sort un petit carnet de sa poche, usé, plein de post-its. Alors j'ai inventé la méthode Gary. À chaque fois que je capte pas un mot ou une expression, je le note. Je fais une fiche dans ce carnet. Avec un exemple. Et je le relis en mangeant, en buvant un café, en attendant les cours. Il le tend à Matteo, qui le feuillette, impressionné. Sérieux? T'as tout ça? Ouais. Et ça m'évite de me sentir con quand je tombe sur épistolaire, allégorie, ou sine qua non. Matteo esquisse un sourire, soulagé. Tu crois que je peux faire pareil? Je crois que tu devrais. Et puis, je peux même te filer des fiches si tu veux. Et dans ce moment simple, entre deux garçons au profil bien différent, se noue une vraie complicité, faite de solidarité, d'écoute et de petits mots pour devenir plus grand. Dans un couloir désert de l'institut, la compétition vient à peine de s'achever. Marc, encore en veste de cuisine, s'appuie contre le mur, le souffle court. Il a tenu. Jusqu'au bout. Mais son regard est ailleurs, flottant entre fatigue et vertige. Joséphine s'approche calmement, un léger sourire aux lèvres. Elle s'arrête devant lui, émue. Je voulais te dire, bravo. Marc lève les yeux, surpris. T'as été incroyable. Inspirant, même. Faire ce que t'as fait, alors que t'étais en plein manque. C'est pas juste du courage. C'est de la force. Un silence. Marc esquisse un sourire, modeste. Un peu bancal. Merci. Joséphine pose une main brève sur son bras, sincère. Repose-toi. Tu peux être fière de toi. Puis elle s'éloigne, sans insister. Elle croit lui avoir redonné un peu d'air. Mais à peine a-t-elle disparu au bout du couloir que Marc vacille. Le compliment, au lieu de l'apaiser, l'a ébranlé. Parce qu'il ne se sent pas fort. Pas du tout. Il entre dans une réserve attenante, ferme la porte. Dans un placard, bien caché derrière des sacs de farine, il retrouve la bouteille qu'il avait gardée, au cas où. Il l'ouvre. Les mains tremblantes. Pas un mot. Juste le bruit sourd du bouchon, le souffle qui s'accélère, et l'odeur âcre de l'alcool qui lui monte à la gorge comme un appel. Il hésite une seconde. Puis il boit. Un geste sec. Presque mécanique. Et le silence après. Marc vient de craquer. Et dans ce moment volé, invisible aux autres, tout le courage qu'on lui prête s'effondre dans un verre vide. La cuisine est vide, en dehors des bruits métalliques rythmés d'un homme qui s'agite seul derrière les fourneaux. Marc, concentré, le visage fermé, remue une préparation devant une casserole d'eau bouillante. Son regard est fixe. Ses gestes sont trop rapides, imprécis. Il n'est plus tout à fait là. Jim et Suleiman entrent dans la pièce, interpellés par la lumière encore allumée à cette heure tardive. Dès les premiers pas, Jim fronce les sourcils. Une odeur d'alcool flotte dans l'air. Légère mais reconnaissable. Papa. Marc ne se retourne pas. Il continue de remuer, nerveusement. Jim s'approche, inquiet. T'as bu. Je le vois. C'est pas possible. Tu recommences. Marc serre les dents, toujours sans répondre. Tu vas rentrer à la maison. Maintenant. La voix de Jim tremble, entre la colère et la peur. Suleiman, en retrait, tente de calmer les choses. Marc, on est là pour toi. On va t'aider. Mais pas comme ça. Pose ce que t'as dans les mains. Mais Marc recule d'un pas, le regard embué, hagard. Je vais bien. Foutez-moi la paix. Jim tente de s'approcher encore, tend la main vers la casserole pour l'éloigner. Et soudain, dans un geste désordonné, incontrôlé, Marc pousse violemment la casserole.
L'eau bouillante éclabousse sur le bras de Suleiman, qui hurle instantanément de douleur. Ah! Il tombe à genoux, se tenant le bras, les yeux humides de douleur. Jim se précipite vers lui. Suleiman. Putain, non. Mark, lui, reste pétrifié. Le choc est brutal. Son regard bascule. Ce n'est plus la colère. C'est la panique. C'est l'horreur de ce qu'il vient de faire. Je voulais pas. Mais il n'a plus le contrôle. Ni de ses mains. Ni de sa vie. Et dans le silence qui suit, ponctué par les gémissements de Suleiman et les cris de Jim appelant à l'aide, Mark comprend que cette fois, il est allé trop loin. Il n'a pas seulement perdu pied. Il a blessé quelqu'un. Physiquement. Réellement. Et ce qu'il a tenté de fuir par l'alcool vient de le rattraper dans la pire des formes, la honte. Et la culpabilité. Et voilà, chers fidèles de l'Institut. Quel épisode éprouvant! Entre le retour fragile de Mark, l'accident dramatique de Suleiman, la tension romantique entre Rose et Paul, et les trahisons culinaires de Malik et Gaspard. L'étau se resserre de toutes parts. Mark le roi, autrefois figure respectée, vacille plus que jamais, pris entre l'ombre de ses démons et le regard de ceux qu'il aime. Le choc de cette brûlure risque de tout faire basculer. Jusqu'où ira-t-il avant de toucher le fond? Et qui sera encore là pour lui tendre la main, s'il en reste une? Quant à la compétition finale, elle s'annonce explosive. Carte blanche, dernier défi, dernière chance. Les masques vont tomber, et les vrais talents éclater au grand jour, ou s'effondrer sous la pression. L'épisode de demain promet d'être décisif, haletant, et émotionnellement dévastateur. Alors ne ratez pas notre prochain résumé. Si ce débrief vous a plu, pensez à liker. Commentez pour partager vos théories, et vous abonner pour ne rien manquer de l'intensité d'ici tout commence. À très vite pour la suite, et d'ici là, prenez soin de vous, mieux que Mark ne le fait. Fin de l'épisode 1179, mais pas de la tempête.